Bonjour à tous, merci d'être là. Merci Julie pour cette présentation. Alors je vais vous demander de monter sur scène pour cette soirée, donc en présence de Bénédicte Liénard, qui est cinéaste, réalisatrice de nombreux films, comme La part du ciel, Pour vivre j'ai laissé, dont nous verrons un extrait, mais aussi Le chant des hommes ou By the name of Tanya, qui est en ce moment visible dans les salles. Oui, là, Bénédicte. Rosine Bacam, vous êtes cinéaste, réalisatrice des Deux visages d'une femme bamileke, de Chez Jolie Coiffure, dont nous verrons un extrait. Ce sont de très très beaux portraits de femmes. Votre mère et puis une autre femme qui s'appelle Sabine. Et vous parvenez à dégager dans vos films une voix qu'on entend peu, toutes les deux d'ailleurs. Luc Dardenne. Bienvenue, vous êtes producteur, cinéaste, icône, j'ai envie de dire, du cinéma social européen aussi. Nous allons visionner ce soir un extrait de La Promesse, qui est un de vos premiers films qui vous révélait avec votre frère Jean-Pierre en 1996, où vous abordez la question sans papier, dans d'autres films d'ailleurs, comme Le silence de Lorna ou La fille inconnue. Merci d'être là. Gawan Fagar, vous êtes chercheur en cinéma, vous avez écrit une thèse à Munich sur la méditation dans le cinéma, notamment d'Andrei Tarkovsky, Pedro Costa ou Chantal Akerman, et vous êtes cofondateur avec Gwendoline Lutens, qui est dans la salle et que je salue. Vous êtes cofondateur de Ciné Maximilian, qui est une plateforme très vivante pour donner accès au cinéma à travers des ateliers, des projections à des personnes primo-arrivantes. Et dans la salle, je salue aussi Loubnan Alouazni. Bonsoir Loubnan. Vous êtes co-réalisateur avec Gwendoline de Mimismi, qui est votre portrait, en fait, un portrait écorché, un portrait d'exil et d'attente de régularisation. Et puis à vos côtés, Alkata Sinani. Bonjour, vous faites partie du réseau du Ciné Maximilian, donc voilà, vous interviendrez aussi. Et puis enfin, j'accueille Sébastien Févry, qui est professeur à l'UCL Louvain, chercheur dans le champ des Memory Studies. Vous travaillez sur la représentation des groupes minoritaires au cinéma. Et donc voilà, merci à tous les 5 d'être là. Merci à vous aussi. Et alors, tous dans vos films, dans vos livres, dans vos œuvres, vous interrogez la figure du sans-papier, qu'il soit personnage de fiction ou personnage réel. Je vais citer des noms: Lorna, Asita chez Luc Dardenne, Sabine chez Jolie Coiffure, Loubnan dans Mimismi, les héros du Petit Château ou les héros sans visage des films de Bénédicte Liénard et Marie Jiménez. Répondre à cette question, peut-être que peut le cinéma face à la question sans papier. En guise d'introduction, puisque c'est ce que je dois faire ce soir, je voulais revenir sur cette terminologie sans papier. De quoi sans papier est-il le nom, finalement? Pour reprendre le titre d'un article de Yuri Lou Vertonghen, qui est paru dans la Revue Nouvelle, qui retrace l'évolution de ce vocable qui est mouvant en fait dans l'histoire de l'immigration en Belgique, que ce soit la figure du travailleur immigré dans les années 50, celle du travailleur clandestin dans les années 60-70, jusqu'à la naissance de la figure politique du sans-papier dans les années 90, avec le durcissement de l'arsenal juridique des accords de Schengen notamment, qui voit aussi une réappropriation politique par les migrants en lutte et une tentative de politiser le jeu d'appartenance ou de non-appartenance à l'ordre national. Je pense notamment aux grèves de la faim de 74 à l'église de Scarbeck, grève de la faim de l'église Saint-Bernard à Paris en 96, grève de l'église du Béguinage en 2008, qui apparaît dans un film de Bénédicte Liénard et Marie Jiménez, Le chant des hommes, qui a inspiré un de vos films, jusqu'à la figure actuelle du migrant survenant dans l'espace public, en tous les cas au printemps 2015, avec le choc de la prise de conscience des naufrages en Méditerranée, le démantèlement des jungles et la crise de l'accueil en Europe qui est guettée par un effondrement moral d'une certaine manière. Sans papier, ce vocable officialise une certaine figure de l'étranger, mais aussi semble donner une définition par la négative d'une identité qui est en rupture avec la politique migratoire européenne, qui banalise brutalité, criminalisation et invisibilisation jusque dans la mort. Alors de quoi sans papier est-il le nom? Et que peut le cinéma face à tout cela, du documentaire à la fiction? Quelles écritures, quelles représentations est-ce que vous nous proposez tous? Alors, est-ce que vous voulez dire un mot maintenant ou on se lance tout de suite dans la vision des extraits?
Allez, un mot sur ce que vous inspire cette question, enfin, ce vocable sans papier. Est-ce que, pour vous, de quoi est-il le nom? Bénédicte Lénard. Non, Rosine, vas-y, j'y vais. Ok. C'est une zone. Et le cinéma et l'engagement qu'on peut avoir avec le cinéma, c'est d'entrer dans la zone. Et dans cette zone, ce ne sont pas des cents, mais ce sont des milliers de avec qu'on rencontre. Mais notre responsabilité politique est d'être présent, de rester aussi dans le temps, dans cette zone. C'est une zone où c'est difficile de résister dans le temps, justement, parce que c'est une zone âpre, difficile, désolante, faite de tas d'injustices. On a un cinéaste ici, irakien, ça fait 4 ans qu'il est là, il fait des films, il n'a pas de papier. Et on parle 2 minutes avec lui et on touche ce lieu-là. Donc être cinéaste dans la zone, c'est de toute façon un travail d'accompagnement des gens. Et il faut résister pour tenir avec eux, parce que tellement c'est difficile et décourageant. Et dans cette zone, et c'est pour ça aussi qu'on reste, qu'on tient, je pense qu'on tient le coup, cette zone, elle est potentielle de langage, en fait. Elle est potentielle d'autres regards et d'autres types de langage. Et pour moi, entrer dans ces zones, c'est en tout cas plonger dans des possibles types d'écriture et dans des possibles langages autres que je ne connais pas, qui sont vertigineux, mais qui m'emmènent en tout cas avec l'autre, les autres, dans un possible de se dire ensemble, en fait. Merci. Rosine, Bakam. Sans papier, pour moi, c'est une image à laquelle j'appartiens, parce que ma couleur est tout de suite assimilée à ça. Pour moi, c'est une image, et voilà, c'est une image, ce sont des stéréotypes, et voilà, pour moi, c'est une image où, bien que n'étant pas sans papier, je suis assimilée, j'appartiens parce que par ma couleur, je suis assimilée à ça, à ce mot-là. Voilà. Merci. Mais le sans-papier, c'est un demandeur ou une demandeuse de papier. Voilà, difficile à obtenir, très souvent. Parfois, on les obtient, ils les obtiennent, parfois pas. Alors nous les avons filmés, ces personnes. Je dis bien ces personnes, pas ces personnages. Ces personnes, parce que ce sont des exclus, et qu'avec les exclus, on raconte la recherche de dignité, la recherche d'appartenance à la communauté humaine. Parce que c'est ça qui est terrible quand on est sans papier. C'est que non seulement on est exclu des circuits de production, en tous les cas des circuits légaux, de production, de consommation parfois aussi, mais aussi de la communauté humaine tout simplement. Voilà. Et donc, nous, mon frère et moi, ce sont des personnes que nous avons rencontrées, quelques-uns, qui sont devenus proches, et c'est leur histoire qu'on aime raconter parce que je dirais qu'il y a une demande de justice dans leur histoire, et c'est ça qui nous intéresse. Gawan Fagar. Moi, je ne connais pas les sans-papiers, je connais les humains. Et depuis 4 ans qu'on a commencé avec Ciné Maximilian, je suis encore plus convaincu de cela, qu'avec ou sans papier, ce n'est pas une catégorie. Ça ne définit rien sur la personne, ça voilà. Mon français, c'est pas assez bien, comme les autres ici, mais je fais mon mieux pour exprimer. Mais ça me touche aussi beaucoup parce que je vois aussi que la situation qui est politique pour une personne peut, par le fait qu'ils sont humains, peut affecter, ou on peut réagir à beaucoup de manières à ça.
Et c'est ça qui fait un humain, qu'on est différent que les autres. On est un individu. Et chaque individu a une manière différente de vivre une situation. Et je ne sais pas où ces gens que je connais, ces humains que je connais, trouvent la force pour être ce qu'ils sont, même si ils ne peuvent pas. Ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est... Voilà. J'essaie d'être là pour eux. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Cinéma Maximilian. Et le cinéma, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce travail? Pour moi, le cinéma, c'est regarder, c'est aussi garder. Donc c'est une manière de document, de faire un document ou d'avoir une trace d'une existence qui peut-être n'est pas vue ou n'est pas regardée. Mais bon, c'est pas assez. Mais bon, j'ai vu aussi, par exemple, dans le cas de Mimismi, Lubnan et Gwendoline, la caméra a vraiment fait exister Lubnan depuis les 4 ans passés. Et c'est quelque chose qui lui fait exister aujourd'hui en Belgique. Merci beaucoup. Sébastien Févry. Évidemment, je partage ce qui a été dit. Et si je repars peut-être plus aussi de la question de que peut le cinéma, je pense aussi que pour moi, en tout cas, de mon point de vue à moi, un des enjeux aussi du cinéma fictionnel et sans doute surtout documentaire, c'est aussi d'avoir une place et de donner une place dans un paysage médiatique qui est, somme toute, assez disparate, assez hétérogène, et que peut-être aussi il y a un lieu, quelque part, où cette catégorie générique des sans-papiers, tout d'un coup, arrête d'être une catégorie, arrête d'être des chiffres et des statistiques, et tout d'un coup, il y a une personne qui apparaît, une figure, un visage singulier qui apparaît. Et je pense que, très basiquement, c'est ce qu'on disait, c'est le cinéma, c'est regarder, mais c'est aussi être regardé. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose, à mon avis, qui se joue dans le média lui-même. C'est pas de dire que le cinéma est mieux que la TV, mieux ou moins bien que le théâtre, la question n'est pas là. Mais c'est aussi de se dire, voilà, c'est quoi le pouvoir de ce médium qui travaille dans la durée, qui garde trace, qui peut succomber au charme des stéréotypes, parfois très dangereux. Donc, comment, finalement, on fait émerger avec ces images et ces sons, comment est-ce qu'on fait émerger une personne et comment on fait entendre la voix et le visage d'une personne. Merci à tous. Je propose qu'on commence à regarder un premier extrait. Alors, c'est le premier extrait que j'ai choisi, c'est un extrait de La Promesse de Luc et Jean-Pierre Dardenne, parce que c'est le film le plus ancien, un film de 1996 qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et donc l'extrait 1, c'est le personnage d'Igor qui amène des travailleurs clandestins dans un café pour le compte de son père, qui est interprété par Olivier Gourmet. Et ce jeune homme va s'attacher peu à peu à une femme qui s'appelle Asita, à qui il va causer beaucoup de tort, avant de tenter de réparer symboliquement quelque chose avec elle. Je propose qu'on regarde un extrait et puis ensuite qu'on en discute. Donc malheureusement, vous allez devoir faire des petits allers-retours. On peut sauter. Oh oui, vous pouvez sauter aussi. Camionnette, taux Anvers. Et puis vous prendre bateau, tout Amérique. Ce că vine tasul. $5 chacun. 5, ouais, chacun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. $5 de persoană, asta face 20. Ce dracu? Asta mai scoate. On y va dans 5 minutes, ça va? Drink. Pour moi. Pierre.
Coca-Cola, América. J'ai pissé. Police, papier, s'il vous plaît. Papier, s'il vous plaît. Papier. Monsieur, s'il vous plaît. Ils sont pas mal. Vas-y, si vous ne bougez pas. Allez, embarquez-les. Luc, venez. Renvoyer à une première scène, parce qu'il y a une première scène où, si vous voulez, on est en 96, 96 pour les Français. Donc, à ce moment-là, il y a des papiers. Quand on arrive, on vient généralement de l'ex-Yougoslavie, aussi un peu de Russie, de Roumanie, comme ils parlent roumain. Et les autres immigrés qui arrivent au début du film, ils viennent de l'ex-Yougoslavie, de Croatie pour certains, et également de Bosnie. Et quand on arrivait à l'époque, il fallait avoir une adresse. Et quand vous aviez une adresse, vous aviez 13 000 francs belges. 13 000 francs belges, c'est-à-dire 325 euros. 325 euros durant 6 mois. En tant que migrant, on ne disait pas migrant à l'époque, on disait immigré, qui débarque en Belgique. Là, nous, je connaissais fort bien la région de Liège où j'habitais. Et là, il y avait, devant la gare, des gens qui attendaient ces immigrés. Et les immigrés savaient qu'il y avait des gens qui attendaient, qui allaient leur donner une adresse, c'est-à-dire un petit logement qui payait très cher, qui payait quelque chose comme, je dirais, 100, 120 euros. C'est juste une petite pièce pour avoir une adresse et toucher de la part du CPAS les 325 euros durant 6 mois. Voilà. Et là, Olivier Gourmet, il est un de ces gars-là, donc une espèce de marchand de sommeil, et il gagne, il a beaucoup de petits cotes comme ça, de petites chambres, et il gagne de l'argent comme ça. Et là, les Roumains, il est lié un peu à la mafia locale, et la mafia locale qui a les salles de jeu dans la ville, qu'on voit à un moment donné, Olivier est là, et le gars lui dit, le bourgmestre de la ville voudrait qu'on coince quelques immigrés avant les élections pour montrer qu'il fait attention à la sécurité dans la ville. Alors Olivier dit, moi j'ai 4 Roumains. Il parle comme ça, il dit, j'ai 4 Roumains. Il dit, ouais, 4 Roumains, puis il y a 2 machins, 3 machins, donc ça fait 9 immigrés qu'on va coincer, c'est bon. Et donc, le gamin, le fils de Olivier, qui va se révolter contre son père, qui va trahir son père, on a gardé la barrière du langage. Tout le temps dans le film, il y a la barrière du langage. Et il explique avec un dessin qu'on n'a pas vu, il montre, voilà, il faut aller là, parce que les Roumains, vous allez peut-être sourire, mais certains espéraient aller aux États-Unis, réellement, en se cachant dans les bateaux à Anvers. Et certains l'avaient fait, paraît-il, d'après certains immigrés roumains. Et il leur dit, voilà, on va faire ci, on va faire là, mais en fait, il les amène dans une souricière où ils savent que la police va venir, etc., etc. Et le gamin, on l'a filmé comme s'il acceptait sans accepter de faire ça, parce qu'il va quand même se cacher dans les toilettes. Bon, c'est un peu lâche aussi, mais en même temps, c'est une manière de dire je suis avec mon père et en même temps, je suis déjà plus vraiment avec lui. Voilà. Et c'est ça que, voilà. Et les Roumains, là, se font arrêter et vont se faire expulser. Et le bourgmestre de la ville pourra dire, voilà, regardez, parce que les journalistes vont faire des papiers, etc. Comment vous écrivez des scènes comme ça? C'est-à-dire, vous allez enquêter, c'est suite à un article, et c'est dans quel état d'esprit aussi que vous écrivez un film sur l'éveil moral d'un enfant face à cette situation aussi. Dans quel état de résistance peut-être vous êtes, et comment vous vous documentez pour raconter ces situations de l'intérieur aussi? La documentation, parce que aujourd'hui on s'intéresse beaucoup au trajet des migrants, évidemment, et là c'est avec eux qu'il faut parler. À cette époque-là, ils arrivaient en voiture, en train. Il n'y avait pas d'interdiction d'entrer dans le territoire. Du moins pour ceux-là, pour les migrants roumains qui n'étaient pas européens. Mais
c'était assez fréquent. Et ils avaient la possibilité d'obtenir une aide. Donc, moi, je dirais qu'au sein de la police, il y a des gens bien. Il y a des gens pas bien, il y a des gens très bien. Et on avait 2 contacts qui s'occupaient principalement de ces questions-là. Et on a eu beaucoup d'informations sur eux, et qui précisément, surtout déjà les mineurs à l'époque, qui étaient protégés, il n'y avait pas encore les MENA, etc. Il n'y avait pas encore tout ça. Les mineurs étaient dans la rue, hein, vraiment. Pas comme aujourd'hui où il y a les centres. Il n'y avait rien pour les mineurs, sauf s'ils étaient avec un majeur. Mais il y a des mineurs qui arrivaient aussi, notamment de Russie, ou de certaines républiques de Russie. Et j'étais seul à Seraing, on en a rencontré plusieurs. Et donc, la police, évidemment, à ce moment-là, s'occupe d'eux, enfin, du moins, cherche des choses. Ils allaient dans les centres de jeunesse, etc. C'était un peu... Mais disons qu'on avait quelqu'un qui nous informait. Et alors, on a eu, du côté yougoslave, on a eu une personne, un artiste qui lui-même était émigré, un gars qui faisait de la verrerie, qui faisait des choses en verre, qui nous a beaucoup informés sur leur situation, comment ils étaient, les faux papiers. Parce que là, dans le film, on leur prend leur passeport aussi. Il y en a un qui se méfie, un type qui vient de la montagne. Il dit il vient de la montagne, il ne comprend pas, il se méfie. Bon, mais il y a des interprètes qui sont aussi à la solde des pourvoyeurs de main-d'œuvre, hein, des marchands de sommeil. C'est tout un réseau qui existait et qui existe encore d'une autre façon. Et donc, lui, ce gars qui venait de Bosnie, nous a beaucoup informés aussi sur la manière dont ça se passait. Et je dirais que les possibilités de se cacher, de vivre sans se faire repérer étaient plus facile, plus simple qu'aujourd'hui aussi. Il y avait ça aussi. Hein. C'était très différent. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de ministre ou de secrétaire d'État à l'immigration. Ce n'était pas une chose qui était encore... criminalisée à ce point, c'est ça ? Criminalisée, et en tous les cas, qui n'avait pas une représentation au niveau de l'État en disant la migration est une question importante qu'il faut gérer, qu'il faut interdire. Ça dépend parfois, ça peut être très, très bien qu'il y ait un secrétariat à la migration, si c'est pour, je dirais, réguler la migration et trouver des solutions positives. Mais là, bon, à ce moment-là, ça n'existait pas. C'était... Je dirais qu'il y avait un statut qui était communal, d'ailleurs, oui. C'était communal, le statut de ce dont j'ai parlé, le fait d'avoir les papiers, l'adresse et d'avoir une aide du CPS, c'était uniquement communal. Et la ville de Seraing est la dernière ville de Belgique à avoir donné les papiers. Et c'est pour ça que quand on a tourné, ça existait encore à Seraing, Seraing qui était on a fort critiqué le bourgmestre pour diverses raisons, mais c'est une ville de gauche, c'est une ville qui a une grande tradition ouvrière, où les immigrés étaient bienvenus, plus qu'ailleurs. Parce que 20% de la population est italienne, encore aujourd'hui, de la vieille immigration, hein, mais qui sont restés. Donc, d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui, il y a plusieurs centres à Seraing, dans des écoles, c'est parfois catholique, c'est parfois laïque, où il y a des hébergements à la fois autorisés et clandestins, enfin, je veux dire clandestins que le pouvoir ignore, de migrants d'aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un lieu intéressant pour aujourd'hui aussi, quoi. Et donc ma question sur aussi le sentiment que vous avez au moment de décider d'écrire sur cette question, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de la résistance chez vous, ou au contraire c'est un laboratoire pour explorer l'humain au maximum? C'était pas ça, non. C'est moi, j'ai lu, et j'en ai parlé à mon frère à ce moment-là, j'ai lu un livre de philosophie de Hermann Cohen, qui est un philosophe autrichien, enfin d'Allemagne-Autriche, et qui a écrit « Découvrir un être humain, c'est découvrir un être humain dans un étranger ou une étrangère. Si vous n'avez pas fait cette expérience-là, explique-t-il dans un livre, vous ne pouvez pas découvrir ce qu'est un être humain. Donc, découvrir un être humain chez sa sœur, sa mère, son père, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a la même culture et tout, il dit oui. Mais si quelqu'un qui n'a pas la même culture, qui vient d'ailleurs, qui ne parle pas votre langue, et vous découvrez que c'est un être humain, là, vous avez un peu découvert ce qu'est un être humain. Et moi, je suis parti de ça, et le film raconte comment le gamin, Igor, qu'on a vu qui fumait dans les toilettes, va d'abord avec son père participer de manière assez cruelle à l'exploitation de ces gens qui arrivent,
Il y a des Africains, il y a des gens du Burkina Faso, il y a des gens de l'ex-Yougoslavie, de Roumanie, il y en a et du Maroc. Il y a plusieurs nationalités, j'ai un peu oublié. Et il va les exploiter avec son père. Et à un moment donné, il y a un des émigrés qui tombe, parce qu'il rénove un bâtiment pour le père. Un émigré tombe et meurt. Et le père dit, il y a moyen qu'il ne meure pas. Il faut l'envoyer à l'hôpital. D'ailleurs, il y a eu un fait divers en Belgique il y a 2 ans qui ressemble très fort à ça. Et le fils, il dit, on va l'emmener à l'hôpital. Et le père dit, mais qu'est-ce qu'on dira à l'hôpital? Qu'une voiture l'a renversé. Et lui, il sent que tout son petit commerce clandestin va se faire avoir. Il enlève le garrot que son fils a fait à la jambe du gars du Burkina Faso, d'Amidou, et Amidou meurt. Et le gamin, encore une fois, accepte l'acte de son père, comme ici. Mais doucement, il n'aura pas accepté, il va se révolter. Et tout le film raconte comment il va trahir son père, il va même l'enchaîner dans le garage, là, trahir son père pour cette femme africaine qui est venue rejoindre son mari du Burkina Faso avec un bébé et qui se demande où est passé son mari. Parce qu'évidemment, ils ne lui ont pas dit qu'il l'avait laissé mourir et qu'il l'avait enterré dans le béton. Ils ne lui ont pas dit ça. Et donc, le film raconte comment le garçon va arriver finalement à prendre le parti de cette femme et à lui dire la vérité. Contre son père qui veut l'envoyer en Allemagne puis en Italie. Enfin bon, voilà. Et donc, moi, voilà comment c'est parti de là. Et en même temps, il y avait tous les émigrés. Il y avait l'histoire des émigrés du Burkina Faso. Je raconte ça parce que peut-être il y en a qui savent ça. S'il y a des gens qui viennent de Burkina ici, je ne sais pas. Mais au Burkina, il y a une carrière de marbre à Bobo, comme à Carrare. C'est la même chose. On coupe le marbre avec des... En Italie. Comme à Carrare en Italie, oui. On coupe le marbre avec des câbles et de l'eau. Et on coupe des tranches de marbre. Quand les Italiens vont en vacances, c'est-à-dire fin juin, début septembre, parce qu'ils ferment même le cinéma, c'est terrible. Quand les Italiens vont en vacances, il faut remplacer les ouvriers italiens. Et on fait venir des gens du Burkina Faso qui connaissent la technique et qui viennent gagner 3 fois, 10 fois ce qu'ils gagnent chez eux. Et ils viennent par où? Par la Belgique. Parce qu'on avait un avion quotidien entre Ouagadougou et Bruxelles, assuré par les vols de la Sabena de l'époque. Et il y a eu 21 travailleurs burkinabés qui arrivaient, qui se sont fait arrêter sans une dénonciation quelconque. Ils se sont fait arrêter, mais il y en a un qui s'est échappé. Sur les 21 ou les 22, enfin, il y en a un qui s'est échappé. Et c'est notre personnage burkinabé du film. En hommage à ce gars qui a réussi à s'échapper, on a fait qu'il venait du Burkina et on a inventé toute une histoire liée au Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir dans la salle ou on peut poser une question à Luc? Vous disiez que vous filmiez des personnes plus que des personnages, mais il faut tout de même bien les écrire, ces personnages. Ah oui, bien sûr. Oui, sûr. avec... Non, le tout, c'est de ne pas faire de l'immigré la victime et de l'enfermer dans l'image de la victime. Et c'est toujours la victime, et finalement, il n'a pas d'autonomie, il n'existe pas. Comme l'a dit quelqu'un, il n'est pas un être humain, quoi. Il est juste la victime et l'Occident, il culpabilise, et nous, on est les bourreaux. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on n'a rien dit quand on a dit ça? On a dit, oui, c'est vrai, je ne dis pas que c'est pas vrai non plus. Mais je veux dire, on n'a rien changé. Donc, si on montre un gars qui se bat et qui parvient, puisque lui, il meurt, mais sa femme parvient à transformer un gamin et à faire qu'il trahisse son père, c'est-à-dire qu'il trahisse le bourreau, et qu'il rejoigne cette femme, bon, il me semble que voilà, cette femme émigrée, Assita, est un vrai personnage, quoi. Avec son... Bon, parce qu'elle elle est animiste, au niveau religieux, elle est animiste, et donc elle croit aux esprits, si je puis dire, hein, qui se cachent dans certaines choses, certains animaux, et des esprits positifs, des esprits négatifs. Et avec sa logique à elle va retrouver la logique de la vérité, c'est-à-dire où est mon mari, c'est-à-dire vous l'avez tué. Et elle va forcer le gamin à dire oui. Gardez ça en tête parce qu'on clôturera la séance avec un extrait du revirement moral du personnage. Je propose qu'on regarde un deuxième extrait maintenant, qui est un extrait d'un film
collectif à l'initiative de Bénédicte Liénard qui s'appelle Pour vivre, j'ai laissé, qui est un film de 2004. Vous avez mené, Bénédicte, une série d'ateliers au Petit Château et dans les centres fermés dont est issu ce film. Pour vivre, j'ai laissé, qui a ensuite eu un parcours à travers le cinéma documentaire dans le monde, notamment à travers le festival Cinéma du Réel. Et je propose qu'on voit l'extrait et qu'ensuite on discute de l'étape que marque ce film dans votre travail qui est toujours au long cours sur la question des migrations et la représentation de la migration au cinéma. Je suis le numéro 44632 et ça, c'est mon badge du centre de demandeurs d'asile. Je suis le numéro 44632 et ça, c'est mon badge du centre de demandeurs d'asile. Je suis le numéro 44632 et ça, c'est mon badge du centre de demandeurs d'asile. Je suis le numéro 44632 et ça, c'est mon badge du centre de demandeurs d'asile. Bénédicte, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, parce qu'il y a plus de lumière. Alors, ce film, Pour vivre, j'ai laissé, date de 2004. Et j'aurais voulu savoir l'étape qu'il marque dans votre parcours, sachant que vous sortez d'un film qui s'appelait Une part du ciel, en 2002, qui était présenté au Festival de Cannes sur les femmes, la question des femmes en prison. Et vous alliez, je crois, entamer un projet de film à Calais, dans la jungle de Calais. Et vous l'avez peu à peu abandonné pour créer une compagnie de théâtre. Tous les autres s'appellent Zeki, pour renouveler la parole et peut-être renouveler aussi votre regard, je ne sais pas. En tout cas, travailler différemment. Et ça a donné ce film. Oui, c'est vraiment un film collectif parce qu'en fait, tous les intervenants, enfin, on était... au bout d'un long processus, on était 3 femmes cinéastes et un groupe de 7 ou 8. Et tout le monde a réalisé sa part, en fait. Donc c'était une expérience
de compagnons. On a été les compagnons. J'aime bien ce mot d'ailleurs. Les compagnons les uns des autres. Alors en fait, sur un plan tout à fait personnel, moi, après Une part du ciel, effectivement, je suis partie travailler à Sangatte. En 2003, c'était le premier camp de la Croix-Rouge. Et après son démantèlement, la jungle de Calais est arrivée. Donc à partir de ce moment-là, c'était quand même assez vite par rapport aux politiques migratoires qui ont été mises en place, et la violence policière aussi est apparue sur ce terrain assez rapidement. J'ai écrit un film de fiction et puis je suis rentrée à Bruxelles et j'ai décidé que je voulais vivre enfin autrement. Et donc j'étais à côté du Petit Château et je me suis dit tiens, au lieu de faire un film de fiction qui vous met qui vous met dans des modes de production qui sont assez conséquents. J'ai eu besoin de faire autrement du cinéma à ce moment-là, d'être plus proche de la vie, avec pas de moyens, juste une caméra et des rencontres. Et donc, comme je suis voisine, et je suis toujours voisine du Petit Château, j'ai décidé d'y aller une fois par semaine, et puis ça a été 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être, c'est un centre dans Bruxelles. Oui, c'est le plus grand centre à Bruxelles, centre d'accueil pour personnes en demande d'asile. Ça l'est toujours, donc ils sont toujours là. Et donc, chemin faisant, les amitiés sont nées, la caméra, elle est toujours là comme un outil pour se dire ensemble, en fait. Et donc, en fait, moi, j'occupais cette position-là dans cet atelier. Ça rentrait, ça sortait. Quand je travaille en atelier, c'est souvent très ouvert avec d'autres artistes, peintres, chanteurs. Ça passe par beaucoup de choses différentes. Et en fait, le Xara m'a appelé pour me proposer de réaliser un film de commande pour Présence Action Culturelle, le PAC. Et en fait, j'ai dit oui, mais je ne ferai pas de film. J'ai dit oui, il y aura un film, mais moi, je ne ferai pas de film. Et on a mis en place à plusieurs cette plateforme comme ça de création, de mise en commun du cinéma qui a donné Pour vivre, j'ai laissé, dont on a été super fiers en fait, parce que c'est un film qui a été effectivement accueilli au cinéma du Réel à Paris et après qui a vraiment beaucoup, une très large diffusion. Mais aussi ce qui est quand même très intéressant, parce que c'était ça que je cherchais en moi, avec moi, mes enfants étaient aussi liés à cette histoire. Mes enfants étaient jeunes et j'avais besoin de vivre le cinéma en tant que maman aussi, et donc d'être présente et donc les enfants, sont les voisins du Petit Château, c'était pas compliqué. Ça rentrait, ça sortait. Et en fait, à l'issue de Pour vivre, j'ai laissé. Je me suis dit, mais en fait, quand on travaille comme ça, on ne peut pas, l'objet d'un film ne peut pas nous séparer. Parce que vous savez, quand on termine un film, généralement, la vie s'arrête avec les gens avec qui on fait du cinéma. On passe à autre chose, la vie quotidienne reprend, ça fait partie de nos pratiques. Et là, en fait, je ne trouvais pas ça bien, je ne trouvais pas ça juste par rapport à ce qui avait été partagé. Et donc, tout de suite, on a enclenché avec 2 comédiennes, tous les autres s'appellent Zeki, qu'elle a une expérience théâtrale, qui a repris tout le groupe. Donc vraiment, tous ceux qui ont participé au film, vloum, on a continué. Et comme ça, on a travaillé 3 ans. C'est un spectacle qui a tourné du théâtre documentaire, où eux parlent, eux racontent leur expérience. Et on a tourné pendant 3 ou 4 ans en communauté française, ce qui nous a donné le temps de poursuivre en parallèle une démarche administrative et juridique très accompagnée par un cabinet d'avocats, Sylvie Saroléa, avec qui j'étais encore hier soir à Louvain-la-Neuve. Donc c'est vraiment de longs chemins d'amitié très forts. Et en fait, tous, à l'issue de cette période, tous ont reçu des papiers parce qu'on se tenait ensemble et il y a eu, c'était rocambolesque, sauf Mustapha, dont vous avez vu le badge. Et Mustapha, son badge date de 2003. Nous sommes en 2019. Je viens de le retrouver il y a 2 semaines. Il est toujours parmi nous avec
voilà, une vie terrible, mais il n'a toujours pas de papier. C'est le seul. Mais on s'est retrouvés. Et on s'est retrouvés parce que quand on vit des aventures comme ça, on se retrouve. Alors, moi, j'ai pas pu donner de papier à Mustapha, mais en même temps, on se retrouve quand même, et il y a une nouvelle procédure après 15 ans, c'est ça? Non, mais oui. Après 15-16 ans, il y a une nouvelle procédure qui est en cours et qui devrait maintenant pouvoir aboutir pour d'autres raisons que celle du dossier initial, qui était un dossier extrêmement compliqué, vous pouvez vous en douter. Enfin, voilà. Donc, après tout ça, ça les équis, ça a donné d'autres projets. Parce qu'en fait, comme je l'expliquais en préambule, c'est une zone dans laquelle, à un moment donné, il y a des choses infinies en fait à exprimer et à tenter ensemble. Moi, pour vivre, j'ai laissé. C'est un film qui m'a complètement transformée. Et j'ai envie de citer, enfin là, de m'adresser aussi au ciné Maximilian. Dans la manière dont vous créez du collectif avec vos films. Et je voulais citer un article de Marie-Josée Montsin dont vous m'aviez parlé dans la revue d'études et de critique sociale, qui parlait du geste cinématographique comme geste d'accueil, comme lieu d'accueil finalement. Et peut-être demander à Gawan et Gwendoline et Loubnan si c'est comme ça que aussi vous aviez pu ressentir ce à quoi servait le fait de faire des films. C'est-à-dire, c'est pas comblé parce que c'est pas comblable, mais peut-être que d'une certaine manière, le cinéma vient combler des défaillances et se faire geste d'accueil. Oui. Oui, oui. Oui. Oui, d'abord, je suis chercheur en cinéma et je pense que faire le cinéma, il faut avoir d'abord l'amour pour le cinéma. Donc ça, c'est quand même primaire. Pour le film, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font autrement leur survie, leur voyage, leur expression de ce qu'ils font. Donc c'est pas le cinéma, c'est pas la seule manière de vivre ça. Mais voilà, nous, on a créé cette... c'est pas un collectif, c'est les individus qui se retrouvent autour de ça. Et on fait les films où ceux qui ont envie de faire un film, ils peuvent faire un film avec nous. Et il s'agit de représentation dans le sens que ceux qui... on ne peut pas parler pour les autres, comme je vois un peu dans l'extrait aussi. C'est pas une idée de parler pour un autre et dire que c'est quoi ses problèmes, c'est quoi sa manière de vivre. Donc on essaye le plus possible d'offrir la plateforme à la personne pour parler d'une situation ou pas. Parce que beaucoup de films qu'on produit à Ciné Maximilian ne sont pas du tout sur le fait d'avoir des papiers ou d'être un demandeur d'asile. Pas du tout. En fait, Mimi Smith, c'est un film un peu exceptionnel parce qu'il parle véritablement en tant que documentaire de cela. Merci. Je reviens à vous, Bénédicte, sur la question aussi du documentaire comme ça que vous réalisez et aussi du théâtre, puisque vous venez de monter une pièce qui s'appelle Sortir du noir autour du devoir funéraire. Dans toutes ces rencontres et ces mises en commun de toutes ces expériences, vous m'aviez dit, ça m'avait marqué, et pour vous, il y a une question de civilisation en fait à régler. Et c'est terrible de se dire que voilà, on a la chance de faire des films, mais si les films n'étaient pas là, certaines situations restent dans l'invisibilité ou dans la misère. On rend visible, après on règle pas la misère. Et en plus, je pense qu'on change pas la vie des gens. Enfin, c'est-à-dire que ça marche pas comme ça. Donc, oui, c'est rendre, c'est donner une parole, c'est permettre.
on crée des objets qui vont s'adresser à des spectateurs. Et donc, à un moment donné, il y a une circulation qui nous échappe. Et c'est bien que ça nous échappe. Donc, moi, par rapport à ce que je fais aussi avec Mairie Jimenez, franchement, je ne sais pas. La notion de spectateur, elle est assez floue pour moi. Ce que j'aime, ce sont les objets, justement, qui vont pouvoir créer de l'imaginaire. Et dans ces imaginaires, je pense qu'il y a du commun, en fait. Je pense que par ça, on crée un monde, on crée du commun. Alors, par rapport à notre dernière expérience, qui est aussi une expérience à la frontière du cinéma et du théâtre, Sortir du noir, on a vraiment travaillé sur le devoir de sépulture, hein, parce que depuis 2002, que je suis sur ces terrains-là, qui sont d'ailleurs multiples, c'est pas un terrain, c'est tous ces terrains-là. Les choses se sont terriblement dégradées, la violence va en crescendo, et c'est vrai que là, par rapport à ces morts en Méditerranée, les derniers droits, donc le droit de la sépulture, clairement, ils n'ont pas respecté, quoi. Je veux dire, la mer Méditerranée est pleine aujourd'hui d'hommes et de femmes qu'on n'ira jamais rechercher, qui seront jamais identifiés, qui seront jamais rendus à leur famille. Et donc, à partir de ce constat qui est terrible, je trouve, on arrive quand même là maintenant à une vraie... Par rapport à la question politique que nous renvoie la migration, on arrive pour moi à quelque part la fin, ou en tout cas un tremblement certain sur la question d'une civilisation. Un monde qui oublie ou qui renie d'honorer ses morts est quelque part un monde qui va très très mal. Merci beaucoup Bénédicte. On va poursuivre les extraits. Alors, on va passer un extrait du film de Rosine et ensuite on viendra à Mimismi. Je voudrais donc qu'on voit maintenant un extrait du film de Rosine Bakam, donc Chez Jolie Coiffure, qui est un film de 2018 et qui est le portrait de Sabine qui tient un salon de coiffure dans la galerie Matongué à Bruxelles après un parcours migratoire très, très éprouvant de 7 ans, un passage par le Liban. Et donc c'est une scène en fait qui se passe dans la galerie Matongué et il y a une descente de police à ce moment-là. C'est quoi? Demande tout le monde pour lui. Pourquoi? Ce sont les gars avec un papier là-bas. Attends, ils disent, les gens courent même, c'est vrai, ils ne disent même pas à quelqu'un. Tout le monde a fermé les salons. La femme qui est venue contrôler, peut-être elle a envoyé les gens ici. Vous n'allumez pas? Oui, je n'allume pas. Vas-y, monte. Ils sont passés, ils sont montés déjà, ils sortent. La police avait les gars avec les papiers. Ils sont aux escaliers aussi. Oui. Oui, je m'en vais un peu voir dehors. Parce que c'est mieux qu'elle voit de mes yeux. Qu'est-ce que les autres passent par derrière? S'ils passent par derrière, Rosie dit qu'elle attend la propriétaire. Toi, tu m'as dit que tu fais quoi? Ma coiffeuse, elle n'est pas encore arrivée, je me détache la tête. Et ta cliente, ta coiffeuse, c'est qui? C'est Sabi. C'est pas Sabi. Attends. T'es vaincu. Bon, Rosie, tu peux fermer comme ça. Sabi va pour venir, tu vas fermer. Demain, moi, je suis place, elle vient de donner sous ce sou. Rosie, ils sont là. Ah oui, ils sont là, ils sont en train de m'ouvrir là. Pardon. Quoi?
Allô? Je suis en bas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire alors si... Ok. D'accord, ça va, je fais ça. Oui. Johnny, tu ne vas pas dormir. Quoi, si, il y a un contrôle terrible. Hier, c'était la mort. On dit qu'on attaque les gens là-bas, c'est quoi? On attaque les gens à 2 personnes. C'est Blandine. Même quand il passait, je l'entendais comment il parlait. J'ai mon ami qui est là en haut. Il travaille. On attaque. Comment tu connais un garçon chez Blandine? Il est en haut, il parle. Ils sont montés. Oui, ils sont montés. Et ils sont partis avec lui. Il est où maintenant? Il est au centre quand même. Non, pardon, ne dis pas ça. Johnny, c'est mauvais, je te jure. Bon, on est là. On va le laisser. On va le laisser comment? S'il a un dossier en cours, mais s'il n'a rien, tu parles de quoi là? Peut-être que les gens... Ici, il y a toujours... Mourankal. Il y a toujours la lettre. Oui. Dès que tu vas dans les lumières, sont éteintes quelque part. Et surtout les gars qui sont dehors ta clé, elles voient trop vite. Il y a toujours les informations, toujours. 15 heures. Qui sont là 15 heures? 15 heures. Et à 15 heures, ils étaient là. Ah, la vie de quelqu'un, j'ai pas longtemps. La vie de qui s'est encore arrêtée, Johnny? Johnny, la vie de qui s'est arrêtée? Mon Johnny panique. Johnny, tu étais même pas là. Si tu étais là, c'est que tu as... L'eau a vu Yves. Oui, là, c'est moi. Non, j'avais vu la lumière, c'est ce qu'a vu Yves moi-même. Je l'avais appelé, et best là. Petit matin, gars, oui, c'est un ranger. Un job. Il fait. Et quel est le job à Roland de Moura, un job? Rosine. Merci pour cet extrait, Rosine. C'est un film qui a une grande force, je trouve, en partie chez Jolie Coiffure, parce que vous avez maintenu une unité de lieu, c'est-à-dire tout le film se passe dans le salon de coiffure de Sabine, on n'en sort vraiment pas. Et vous décidez à partir de là de raconter son parcours, son lieu de vie, qui est un lieu à la fois où elle se cache, là comme dans cette scène, mais en même temps c'est un lieu de vie, un lieu très féminin. Comment est-ce que vous avez eu l'idée comme ça de rester, de laisser votre caméra à l'intérieur de ce salon de coiffure pour faire le portrait de cette femme? Quand je fais ce film, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais en même temps, je questionne une manière de faire le cinéma, c'est-à-dire faire le cinéma à ma manière. Et parce que mon envie de cinéma est venue en voyant faire le cinéma occidental, en regardant les films occidentaux. Et quand je viens faire l'Ansas, je découvre comment moi je suis représentée dans ce cinéma-là. Et du coup, à ce moment-là, c'est un déclic et je décide, en allant faire Jolie Coiffure, de
de trouver une manière qui soit la mienne, de filmer des gens qui me ressemblent d'une autre manière. Et filmer en huis clos vient d'une collaboration avec Sabine, parce que mon idée de départ était de filmer la galerie. Et voilà, je commence par filmer dans la galerie et je sens une résistance parce qu'il est difficile de filmer dans la galerie, parce que c'est des personnes très très fragiles qui ne veulent pas être exposées. Et donc je n'avais pas tous ces éléments-là, mais avec la collaboration avec Sabine, voilà, ce film c'est le résultat de cette collaboration-là. Elle me dit voilà, c'est dangereux de filmer dans la galerie, et on peut voir dans la première séquence où la caméra se fait bousculer, et elle me dit de rentrer, et la caméra rentre pour ne plus en sortir. Donc je décide au moment où, après plusieurs fois, j'ai été plusieurs fois agressée avec la caméra, de me dire ok, mon film je le ferai à l'intérieur, et de l'intérieur je trouverai le moyen de filmer l'extérieur de la galerie. En huis clos, parce que pour Sabine et pour les autres filles qui rentrent, c'est un espace de liberté. Dans ce lieu-là, elles peuvent dire ce qu'elles pensent, parce que ce que l'autre veut qu'elles disent, mais ce qu'elles pensent réellement, parce que les films faits sur les migrants, de ce que j'ai vu, c'est ce que l'on veut entendre d'eux. Et cette parole-là, de Sabine, je ne l'avais jamais entendue. Cette parole où les gens ne sont pas en représentation, les gens ne font pas ce qu'on veut qu'ils fassent. Et voilà, c'est un lieu où les gens étaient eux-mêmes. Les gens pouvaient dire ce qu'ils pensent vraiment. Et Sabine, voilà, Sabine caractérise vraiment cette parole-là, cette parole rare qu'on n'entend pas souvent. Et parce que dans cette logique de vouloir les papiers, on se met en présentation, on se crée une histoire que l'autre veut entendre, pour qu'on rentre dans le moule de ce qu'on attend d'une personne comme Sabine, comme moi, dans cette société. Et justement... Sabine qui est camerounaise comme vous. Oui. Et justement, dans le salon, c'est un lieu où on laisse tomber tous ces masques, ou en tout cas, on ne les porte pas, et on dit ce qu'on pense et à l'autre directement, parce que derrière la baie vitrée, il y a l'autre monde, il y a les blancs qui passent, il y a l'autre, et on lui dit ce qu'on pense de ce monde, de ce rapport-là, et voilà. Je lisais une interview d'une réalisatrice franco-sénégalaise qui s'appelle Mati Diop, qui a réalisé un film qui s'appelle Atlantique, qui va sortir, qui est un film sur les garçons disparus en mer au départ de Dakar, et qui filme celles qui restent, surtout les jeunes filles qui restent. Et elle dit, et j'aimerais avoir votre réaction à cela, elle dit « J'ai voulu faire un cinéma qui m'a manqué ». Que elle, quand elle était plus jeune, voilà, elle ne voyait pas ces jeunes-là représentés. Est-ce que vous aussi, vous faites du cinéma pour filmer ce qui vous a manqué ? Je fais du cinéma pour me voir, pour voir des gens qui me ressemblent, pour entendre mon histoire, parce que voilà, je l'entends très peu. Même c'est pas parce que je vis en Belgique, même étant au Cameroun, je ne me voyais pas assez. Je voyais plus de films occidentaux que des films africains ou d'ailleurs. Et oui, j'ai eu envie de faire du cinéma parce que je voulais me voir. Je voulais voir des gens qui me ressemblent. Je voulais voir mon histoire, entendre mes langues, voir... voilà, et par après me questionner, tout simplement, questionner ma réalité. Le cinéma que je voyais m'ouvrait au monde sans m'ouvrir à ma réalité. J'avais envie de me connecter à cette réalité-là, et la caméra me permet de me connecter. Et en tant que réalisatrice, aller filmer dans le salon de coiffure, c'est pas juste montrer... raconter le parcours de Sabine, c'est aussi me raconter. Votre premier film, qui s'appelle Les deux visages d'une femme bamileke, est un retour après plusieurs années au Cameroun, où vous filmez votre mère surtout, et votre
votre lien à elle, finalement, avec une très belle distance. Et il y a une forme, bien sûr, documentaire, mais aussi très poétique dans votre approche. Comment est-ce que vous écrivez vos films? Et est-ce que vous avez toujours envie de travailler de cette manière-là, c'est-à-dire documentaire intimiste d'une certaine manière, ou est-ce que vous imaginez aussi créer de la fiction? Et finalement, est-ce que ça serait le même geste? Oui, le cinéma, le documentaire de création, je l'ai découvert ici. Je ne le connaissais pas, donc ce que je voyais, c'était de la fiction. Et le cinéma que j'imaginais, en tout cas, avant de faire une école de cinéma, c'était de la fiction. J'ai découvert le documentaire, et filmer ma mère m'a permis de juste retrouver une place. Pas seulement une place retrouver une place que j'ai laissée, mais une place dans le cinéma. Et voilà, ce film-là vient d'une nostalgie. Et justement, parce que je vois Alain Sas, on me montre un film de Raymond Despardons, Afrique, comment ça va avec la douleur. Et je vois des femmes qui ressemblent à ma maman, filmées d'une manière un peu triste. Un peu triste parce qu'on sent très bien qu'il n'y a pas le respect de l'autre, on sent bien qu'on ne leur a pas demandé leur avis, on sent bien qu'on leur vole une intimité. Et voilà, je viens en compte. Les deux visages d'une femme bamileke, c'est en contre de ce cinéma. C'est montrer que on peut créer une relation avec les gens qu'on filme. En Afrique, c'est comme si en Afrique, ce résidu de la colonisation faisait qu'on ne pouvait que venir prendre sans demander. Et moi, j'ai grandi avec ça. Le fait de ne pas avoir d'histoire, de ne pas avoir un héritage d'un imaginaire, voilà, tout ça, j'ai pas. Et j'avais envie de recréer un imaginaire. Filmer ma mère, c'est recréer tout simplement un imaginaire historique. Aller réécrire mon histoire telle que je voudrais. Filmer ces femmes-là comme telles que je voudrais les filmer. Et oui, c'est juste retrouver une place, pas seulement une place dans ma famille, dans ma culture, dans mon histoire, mais une place, me donner une place dans le cinéma, que j'ai une place, j'existe en tant qu'être humain, et qu'avec moi, on peut créer une relation d'égalité et me filmer en créant une relation. Et justement, c'est difficile de pouvoir faire comprendre cette volonté, parce que en tant que cinéaste africaine, mon histoire est enfermée dans un imaginaire très européen, qui est l'Afrique, ça doit être ça. La preuve, quand je montre mon scénario à un producteur, la première chose qu'il me dit, il me dit mais ta mère, elle n'est pas très très drôle, comme si être africain où il fallait faire rire et être drôle. Donc il faut se décoloniser de ça. Et mon expérience de cinéma, c'est de me détacher de ça et de trouver une forme qui soit la mienne, qui ressemble un peu à ce que, voilà, à moi et à ce que je veux filmer. Votre film a une réception assez forte aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous en revenez? Comment est-ce que le film est perçu là-bas, sachant qu'il n'y a pas la même histoire par rapport à l'Afrique? C'est pas la colonisation, c'est plus un rapport à l'esclavage, donc sur le sol même de l'Amérique. Mais donc, comment est-ce que l'œuvre est reçue là-bas? Finalement, est-ce que vous avez l'impression que c'était plus ou moins facile d'avoir votre place, ou enfin voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais étonnée de l'accueil du film aux États-Unis. J'étais très, très surprise, autant médiatiquement que par le public qui était présent aux projections. Ça me donne beaucoup d'espoir, parce qu'avec l'Europe, il y a un héritage dû à la colonisation. Il y a quelque chose qu'on partage. Il y a un lien avec les États-Unis, très peu. Et voilà, et je reviens de là avec beaucoup d'espoir pour me dire que comme
le monsieur du cinéma, Maximilien, disait on est des êtres humains et on a quelque chose en commun. Et je pense qu'on a une histoire commune, bien que les politiques veulent nous faire croire le contraire. On a une histoire commune et le cinéma, l'art, le théâtre permet à ce qu'on reconnecte avec cette histoire commune. Et la tournée aux États-Unis c'est ce que je retiens de ça, parce que des gens qui sont loin culturellement, parce que je dis l'Europe, il y a une histoire, loin culturellement de l'Afrique, trouvent une connexion avec ces histoires, avec ces personnages. Ça veut dire qu'on a une histoire commune, il y a quelque chose où on se retrouve. Et bien qu'on ne le voit pas dans le système actuel, il existe. Il existe. Et parfois, dans le cinéma, on peut retrouver ça. Dans le théâtre, dans l'art, on peut retrouver ça. Un mot sur Sabine. Elle est partie du quartier Matongué. Elle vit à Liège maintenant. Est-ce qu'elle a obtenu... Je crois que vous m'aviez dit qu'elle n'avait pas encore obtenu de papier de régularisation. Non. En février, elle a été arrêtée par la police. Et... grâce à l'aide du Zara et du WIP et bien d'autres personnes, elle n'a pas été emmenée en centre fermé. On lui a donné un ordre de quitter le territoire. Et il y a eu une première à Bruxelles du film et son avocat a pu venir voir le film et a pu vraiment cerner son histoire. Je pense qu'il n'avait pas toute l'amplitude. Il y avait... un problème de communication entre Sabine et son avocat. Et en vue le film, il a eu des éléments pour reconstituer un dossier de demande de régularisation. Et il a pu introduire ce dossier cet été. Et il y a l'ordre de quitter le territoire qui est tombé. Et elle n'a pas encore ses papiers, mais c'est déjà ça, parce qu'elle se cachait. Elle avait peur de sortir avec cet ordre de quitter le territoire. Elle avait peur d'avoir un banal contrôle et d'être tout de suite embarquée. Elle vivait. Et là, d'avoir un nouveau dossier en cours, c'est comme une protection pour elle, de se dire je suis là, je peux encore me battre. Et c'est déjà un pas. De se dire que j'ai encore la chance de me battre. Et voilà. On en est à ce stade-là, mais c'est un personnage incroyable parce que malgré sa situation, elle continue de rêver, elle a des projets et voilà, c'est juste admirable, quoi. Merci beaucoup, Rosine. Alors, je propose qu'on voit maintenant le 4e extrait, qui est un extrait de Me Miss Me, donc qui est un film. Et puis après, on parlera tous ensemble de la question des représentations, des stéréotypes, des mythes, avec vous aussi, Sébastien Févry, mais j'avance dans les extraits afin qu'on connaisse le travail de chacun. Donc, Me Miss Me, donc c'est un film de Gwendoline Lutyens et Lubnan Al-Wazni. C'est un film, je le disais, sur la douleur de l'exil, avec des moments d'épuisement moral vraiment très forts. Et en même temps, c'est un film où il y a des éclats de joie aussi et beaucoup d'amitié qui passe à travers la manière dont Lubnan chante, la manière dont il s'entretient avec ses amis. Donc je propose qu'on voit un extrait et puis donc on voit Lubnan en fait qui nous présente le centre fermé de Westaker, excusez-moi si je prononce pas bien. Et puis ensuite vous viendrez peut-être tous les trois, Gawan, Gwendoline et Lubnan, et puis son traducteur Gaylan de l'arabo-français. طبعا بالكم هو الكم الحمد لله والشكر يعتبر بيتنا هنا يعني من تريد تطلع وين رايح وين جاي يسجلون اسمك وين رايح وين جاي داخل الغرفة يجوك يباوعوك شنو شو مسوي ما مسوي يعني تحس واحد دا يراقبك مراقب دا تحس فهذا الشيء أبدا مو تمام ما تحس روحك حر ما تحس روحك حر يعني أنا داخل الغرفة اللي فيها 10 نفرات مسوي له غرفة صغيرونة وحيدي بحيث لا أحكي ويا أحد
لا أسولف ويا أحد، لا لي علاقة بأحد. لذلك يعني كأنما ما في شيء، الحمد لله والشكر، بس كأنما الواحد بنادم يضوج إلى متى هالوضع هذا. بعدين هالبوستات ليه تأخروهن؟ طونا البوست خلينا نعرف رأسنا من رجلينا. احنا جايين لهنا، جايين على المود تساعدونا، ما جاياني حتى انت تقول لي مقبول له ما مقبول له رفض له، ما جايين هنا نعمل هالشيء هذا. انا جايك عندي مشكله، انا ببلدي اموت، انا ليه جايك هنا؟ أنا حتى هنا أنا ما اموت، حتى انت تساعدني بان ما اموت. خو مو تقول لي روح ارجع، ادري اروح ارجع اخوان ايش عندي جيتك وصرفت وتعبت وموت، شبعت موت، طلعت من موت. ليش؟ Vous pouvez nous rejoindre sur scène, l'équipe du Ciné Maximiliane. En tout cas, Gwendoline, tu veux venir avec Lubnan et Gaylan aussi, comme ça on peut traduire. Alors je vais poser une première question à Lubnan. Puisque vous co-réalisez ce film, enfin, voilà, c'est vraiment partagé entre vous deux. Qu'est-ce que ça vous a apporté profondément de réaliser ce film? Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de vous? السلام عليكم. نعم، يعني لما سوينا الفيلم ويا جواندين شو اللي تغير بحياتي؟ اللي تغير بحياتي هو يعني حسيت بروحي وصلت الفشي كنت أتمناه مثلا ببلدي وما موجود ببلدي. ما أقدر أصير مثل ممثل، ما أقدر أصير، بينما هنا أنا صرت يعني الحمد لله والشكر، يعني قدمت شيء. Elle m'a dit, j'ai regardé ici, bonjour, c'est Gaylan. Il a dit, en fait, c'est changé pour moi. Avant, j'arrive pas à faire acteur dans un film. Maintenant, j'ai fait ça. C'est ça le changer. Mais rien chose changé. L'autre côté, c'est dangereux. Ici, la même chose. Ça vit comme ça. Alors, je vais dire un mot du parcours de Lubnan. En fait, vous êtes irakien. Je crois que vous travaillez dans la fabrication de chaussures, et puis vous avez été embrigadé dans l'armée, et vous avez quitté l'armée, et vous êtes ensuite venu plutôt en Belgique, avec toute une trajectoire comme ça, et donc vous êtes dans une situation où vous attendez encore une régularisation. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé? Ça fait 4 ans? Ça fait 4 ans, 5 mois. Avant, il travaillait dans un magasin, il vendait les chaussures, ou il fait les chaussures avant 2003. Okay. Et comment vous avez rencontré Gwendoline? طبعا شفتهم بالماكسيميليان بارك اللي كان موجود قبال كمسارية، فقوان كان قبال الخيمة مالتي الشاشة، فقال لي تعال باوع فيلم. ليش قاعد؟ أنا كنت قاعد بباب الخيمة دا دخين ورب قاموس، ترجمها هاي مال رب قاموس، ودا دخن جقارة روح يطالع شنو المستقبل، شنو هاي يصفون ما أدري. كان يقول لي تعال شوف فيلم، فرحت باوع الفيلم. تعرفت على غواندولين، هم كانت قاعد مو بصفها بالبداية، بس بعدين من فرغ صارت مساحة بالقعدة، دنيت شوية قعدت بصفها، فطلبت جقارة من صديقي
صديقي قال لي مخلص والله فهي لفت لي رأس النجارة وطتني أنا عبالي ولد قاعد بصفي بعدين انتبهت عليها بناية كيفت. En fait, lui, à côté du commissariat, c'est le parc Maximilien. Et là, Gawain, il vient chercher. Il m'a dit, pourquoi tu viens, on va regarder un film à côté ici. Elle m'a dit, ah oui, ok, ça va, j'arrive. Après, il est assis par terre, à côté de Gawain ou Gwendoline. Il demandait après son ami, est-ce que tu as une cigarette? Je veux une cigarette. Son ami, il dit, non, j'ai pas de cigarette. Gwendoline, il dit, attends, moi je veux rouler pour toi une. Il a roulé, après il parlait ou contacté avec Cinéma Maximilien. Gwendoline, vous êtes vidéaste et vous êtes cinéaste plasticienne aussi, enfin documentariste. À quel moment vous avez décidé de filmer Lubnan et aussi de lui céder la caméra? Mais on a rencontré Lubnan dans le parc Maximilien, mais chaque jour, on rencontre lui, on rencontre beaucoup de gens. Et à un certain moment, il va au centre d'asile. Et là, je pense quelque chose de très intuitif. Je prends le contact avec lui et je demande si c'est possible pour rencontrer. Je veux filmer toi pour un documentaire. Allez, essayez. Parce que je ne sais pas, je fais un documentaire. Je sais pas, je vais faire un film avec lui. Je pense qu'on va essayer un petit peu. Et c'était quelque chose de très intuitif, spontané et direct. Le moment-là, il reste aussi beaucoup à notre maison. Il fait des projets avec nous parce que le même moment, je commence des films. Cinéma Maximilien aussi développe. Allez, c'était pas un projet, c'était juste une action et ça venir un projet. Mais après 6 mois, je filme Lubnan beaucoup et je dis peut-être c'est chouette pour vous aussi pour filmer votre vie. Pourquoi moi je filme c'est aussi bien tu filmes votre vie. Et c'était aussi un ami pour lui dans le centre d'asile ou une connexion. Un couloir de temps en temps. La caméra, c'était vraiment une connexion de lui et moi pour parler, communiquer. C'était 2 caméras. Lubnan a dit tout à l'heure qu'il voulait être acteur. Mais c'est vrai ou c'est un souhait que tu as? Oui, ça va. C'était chouette dans le commence parce qu'il ne comprend pas le documentaire. Quand je dis je vais filmer, quand il vient à Bruxelles pour rencontrer moi, il pense que c'était un grand set avec le... Et il dit je vais faire un acteur comme des grands acteurs il connaît. Mais c'est son rêve. Alors il y a un autre extrait où on voit Lubnan justement qui a un côté... il a beaucoup de facettes. Donc nous on peut rester assis ici, c'est un extrait. C'est juste l'ouverture du film où Lubnan raconte son rapport avec les femmes avant, quand il était en Irak. Yannick, si tu m'entends, donc c'est pour un nouvel extrait de Mimismi. Donc c'est le 5e extrait. Wait. Yes. Yes, now have. This hand. Yes. Okay. Now okay? Okay? I think so. Yes. And before love one girl, Fatma, name. Fatma, every woman in Karbala, this Abaya name. I am speak phone, Fatma, tomorrow I am see you. Yeah, Lubnan, maybe, yeah. But I'm no see everything, just this. Maybe one woman walk, hand. Oh, I am. Oh, yes. Why? Hand, women. Yes. Oh, maybe, please come. I don't know. Don't. Yes, but I am come here before 3 months. 3 months every day. I am see
No, this girl Belgian. No, this hand and this everything. I need this full nose. Maybe see little. Oh yes, maybe like this. Maybe this like maybe yes. Before no speak girl before. Just Fatma phone. No this and this. Mais vous vouliez être acteur, oui, on peut l'applaudir. Alors, on voit effectivement qu'il y a un sens du déguisement. Et alors, en visionnant le film, c'est vrai qu'il n'est pas de cette nature-là. Le film, il est beaucoup plus... il est beaucoup moins dans le déguisement, finalement. Il est plus proche de vos émotions, de vos déceptions aussi, de votre attente, de cet épuisement moral qui est très difficile à vivre. Et j'ai l'impression, en voyant tout le film, que vous devenez un symbole, Lubnan, aussi, de quelque chose, une version triste de cette situation qui n'est pas toujours facile à vivre, effectivement, mais qui peut être vécue de plein de manières. Est-ce que vous avez l'impression d'être un symbole? Et si vous l'êtes, vous voudriez être le symbole de quoi? English? Oui. Okay. But you can ask me for English. Okay, I ask in English. When we watch the film, it's like finally the fact of being filmed makes you a symbol. Do you think being filmed makes you a symbol? And if it is, what symbol would you like to be? The symbol of what? Actually, symbol because this is true story. When I say this is true in my city, also what I say, I love one girl, and not same here, I mean. And difficult in my city, not in Iraq and Baghdad, no, maybe free, I don't know, but in my city, difficult. So I'm happy when I told my story in the movie, because everybody, I want to, the people when they see the movie, they understand what the other culture, or this is the message for this scene. And for the whole movie, the message, what do you think? Difficult. I need maybe library, I want to say, for all the movie, but the most important in the movie, the message, don't give pain for the people. For example, the commissariat give me pain, lot of pain, so I hit them. Oui, ce qu'il veut dire et ce qu'il dit dans le film souvent, c'est qu'il n'aime pas comment les gens se comportent avec lui dans les centres administratifs. La manière dont on te parle, c'est quelque chose qui te fait énormément de peine, et il voudrait que ça s'améliore en tout cas, et qu'il ne soit pas tout le temps dans des situations de peine. Peut-être c'est intéressant que Alket a aussi dit quelque chose sur cette question-là, parce qu'Alket est un peu dans la même situation. Mais Alketa Sinani, donc, qui est ici. Oui. Vous pouvez venir sur scène. Comme ça montre le travail du ciné Maximilian aussi. Voilà. Et Gawan, vous pouvez peut-être expliquer les projets d'Alketa et la manière dont elle travaille avec vous dans la plateforme du ciné Maximilian. Parce qu'en fait, Ciné Maximilian, c'est beaucoup plus que le cinéma seul. C'est démarrer des projections, mais on fait beaucoup de projets. On donne des stages aux primo-arrivants. Il y a des projets donc, de projection dans les centres d'asile, chez des personnes à la maison, aussi dans les cinémas. Mais on produit des films, il y a des projets musicaux. Mais le principal, c'est peut-être tout se tourne autour d'une intimité et d'une confiance
qui est très direct entre personnes. Et on a aussi une maison à projet à Molenbeek, dans la rue de Manchester. Et depuis qu'on connaît Alketa, on a vu une personne incroyablement forte avec son enfant, qui apprend la langue, qui travaille, qui loue un appartement, qui fait tout comme si elle avait simplement sa fille ici, et qui aussi prend soin de la maison à Molenbeek et qui est dans notre équipe de travail. Oui, Alketa, peut-être, c'est comment vous réagissez au film de Rosine, lorsque vous voyez le parcours de Sabine aussi, qui est une femme très forte, qui travaille, qui a son salon, et qui est quand même soumise à des moments extrêmement difficiles. Comment vous réagissez? En fait, ce film m'a touché beaucoup, parce que je suis la même situation, et ça me touche beaucoup. J'ai quand même, qu'est-ce qu'elle a dit pour son salon, je suis couturière et je travaille dans ma maison parce que j'ai peur ouvrir mon magasin de couture. C'est trop difficile quand il n'y a pas de papiers. Et c'est ça qui m'a touchée un peu plus dans ce film. Et c'est difficile pour nous. Même si tu parles la langue, même si tu es bien intégré ici, c'est vraiment très difficile pour arriver tout ce qu'il faut. Mais vous y arrivez, en partie. En espérant. D'accord. Mais merci à tous. On arrive bientôt à la fin de la séance. Donc, on parlait en début, et après, je vais appeler les 5 intervenants à me rejoindre pour qu'on puisse clôturer. On parlait des mythes que crée le cinéma. Et je voulais qu'on termine en visionnant un extrait de La Promesse de Luc Dardenne, qui est le moment dont vous parliez, en fait, le basculement du jeune homme, Igor. Comment est-ce qu'il va sortir un peu de l'emprise de son père et décider de regarder humainement la femme qui est en face de lui et d'agir à sa hauteur. Donc, voilà, c'est l'extrait final. Et puis, ensuite, je demanderai aux 5 intervenants, donc Luc Dardenne, Sébastien Févry, pour qu'on parle de la question du mythe, et Rosine et Bénédicte de rester avec moi, et Gawan aussi. Merci. Il est pas à Cologne. Il est où? Où il est? Je sais pas, laisse-moi conduire. Arrête! Arrête! Attention! Arrête, je te dis, arrête! Plus loin! Arrête! D'accord, j'arrête. Dis où est mon mari? Il est pas à Cologne, c'est tout ce que je sais. Roger te l'a fait croire pour t'y emmener et te vendre comme pute. Comme quoi? Comme putain. Tu dis la vérité? Oui. Et le télégramme? C'est Roger qui l'a envoyé. Conduis-moi au commissariat de police. Non. Je suis pas d'accord avec mon père, mais je suis pas un mouchard. Je m'en fous de ton père, je veux retrouver mon mari. Conduis-moi à la police. Tu veux qu'il te dise c'est un clandestin? Conduis-moi. Non. Voilà, j'aime beaucoup cette scène
Luc, parce que c'est vrai qu'il y a une manière d'emporter, les personnages nous emportent en fait dans leur décision, cette manière qu'il a de fermer très brusquement le capot de la voiture et de partir en fait, et de devenir aussi un homme et de regarder cette femme en étant à sa hauteur. On le disait, enfin le cinéma, voilà, il essaye, mais il crée des mythes et quelque chose qu'on peut partager. Comment est-ce que vous voyez, peut-être vous Sébastien Févric, comment est-ce que vous voyez lorsqu'un film sort du stéréotype? Et je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la question du mythe et la manière dont certains films européens se servent des anciens mythes gréco-romains, par exemple, ou même de certains contes anciens des Mille et Une Nuits, je pense au travail de Miguel Gomez, par exemple, pour revisiter les destins contemporains, et notamment le destin des personnes qui sont dans la question de la migration, avec la question des sans-papiers. Est-ce que vous avez l'impression que voilà, les anciens mythes méritent d'être réactivés? Est-ce qu'ils peuvent nous sauver, nous aider? Je sais que vous utilisez aussi ça, Bénédicte, dans votre travail sur la tragédie grecque. Est-ce que le cinéma se raccroche à ça, à ces mythes anciens, à cette manière de nous raccrocher, de sortir de la société finalement et de nous raccrocher à quelque chose de beaucoup plus profond? Peut-être avant de parler des mythes, peut-être aussi une question pour moi qui est importante, c'est la question des stéréotypes qui a aussi traversé la question. Et je me souviens, ça m'avait assez frappé, c'est dans le magazine Première, magazine de cinéma, il titrait je pense c'était aux alentours de 2010, le film de Sans-Papiers, un genre en plein boom. Bon. Alors voilà, ça, pour moi c'était évidemment questionnant parce que ça posait la question de l'imaginaire, mais de quel imaginaire? Ça posait la question de la manière dont tout d'un coup ça allait se solidifier, dont on allait avoir des personnages un peu figés. Et je pense qu'effectivement cette question du stéréotype est cruciale. Et ce qu'on disait tout à l'heure, à mon avis, peut-être un des principaux stéréotypes, c'est cette position de victime dont on parlait. Et je pense que ça peut aller plus loin que juste la victime. C'est-à-dire que l'effet collatéral, si vous voulez, de cette position-là, c'est que fondamentalement, ça sert aussi à valoriser ceux qui aident la victime. Et ça, c'est un mécanisme assez pervers qu'on trouve assez bien dans le cinéma français. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le cinéma français, avec des films qui, d'une certaine manière, utilisent le personnage, parce que là, c'est un personnage, c'est pas une personne, le personnage du sans-papier, entre guillemets, pour valoriser le travail, en fait, le courage, le dévouement de personnes qui sont des Européens. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose aussi à interroger, sachant, alors c'est pas tout à fait le mythe, mais c'est l'histoire avec un grand H, qu'on est dans une épaisseur temporelle. C'est-à-dire qu'à la fois c'est de l'actualité, mais dans le cinéma français, ce qu'on voit aussi, ça se raccroche à une histoire, ça se raccroche à une histoire du cinéma, et ça se raccroche à la grande histoire tout court. C'est-à-dire que quand vous voyez un film, par exemple, avec Gérard Jugnot et Josiane Balasco, qui, pendant le film, j'ai oublié le titre du film, mais enfin, ils doivent aider un petit enfant africain. Je crois que le pays n'est même pas précisé. Et pendant tout le film, on sent bien que cet enfant est surtout un faire-valoir qui met en scène, qui sert finalement à valoriser les deux personnages principaux. Or, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce personnage et cet acteur Jugnot, je n'ai rien contre Gérard Jugnot, évidemment, mais il apparaît aussi dans des films comme Monsieur Batignolles, où quelque part, il reprend le même rôle, mais là, ce n'est pas évidemment un sans-papier, c'est un ou une famille d'enfants juifs, par exemple. Et donc, il y a cette temporalité-là qu'il faut, je pense, aussi avoir conscience, avec tous les problèmes, les questions que ça soulève, où on a des rapprochements mémoriels qui s'effectuent. Je vous rappelle aussi la polémique autour de Welcome de Philippe Lioré, où Lioré avait pris position en disant ce qui se passe en France, c'est comparable à ce qui se passait sous Vichy. Et puis il y a Besson, le ministre de l'Intérieur, qui avait répondu, ça fait une polémique. Et je pense que le propos ici, c'est de se dire que à la fois il y a une actualité,
mais que c'était actualité à partir du moment où on fait des images, à partir du moment où on construit des récits. Il n'y a rien à faire, ça va se positionner par rapport à d'autres récits, à d'autres images et à d'autres histoires. Et pour moi, ce qui fait pour moi l'intérêt d'un film, c'est comment à la fois un réalisateur fait le lien avec certains autres pans de l'histoire, mais aussi paradoxalement comment est-ce qu'il dénoue. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est une sorte de nouer-dénouer. C'est nouer un lien, mais c'est dire aussi que ce qui se passe maintenant, c'est pas ce qui se passait autrefois. Et donc il y a ce rapport qui est très ambivalent et que je trouve moi très fort dans les documentaires. Que ce soit dans des documentaires comme par exemple le Mark Isaacs, Calais The Last Border par exemple, des films de Henri-François Imbert, où on a ce travail-là qui dit, voilà, il y a eu ça, il y a ça maintenant, comment est-ce qu'on pense les deux, sachant que c'est pas la même chose, et on est dans ce jeu de je noue et je dénoue. Et ça, pour moi, c'est assez important. Et vous dites aussi que le cinéma peut être un lieu d'entre-mémoire, finalement, et permettre à une autre mémoire d'exister. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu ? Sans vouloir prendre trop de temps non plus, mais ce qui m'a paru en tout cas, moi mon propos, c'est aussi d'essayer de comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, ce que peut le cinéma. Et je pense que ce qui est très fort dans les documentaires, dans certains documentaires, c'est l'idée que vous avez un non-lieu, c'est-à-dire vous avez une gare, vous avez un aéroport, et tout d'un coup, parce que on entend les gens, ces personnes racontent leur histoire et vous avez un entremêlement de mémoire. C'est-à-dire que c'est pas un lieu de mémoire au sens monolithique où ce serait une seule mémoire qui serait convoquée, qui serait la mémoire du lieu. Par exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui savent ça, mais Sandgate, la mémoire du lieu Sandgate, c'est là qu'en 1909, Louis Blériot a fait décoller son avion pour aller en Angleterre. C'est quand même un télescopage intéressant. Mais le sujet de ces films, ce n'est pas ça. Le sujet de ces films, c'est faire parler les personnes qui sont dans ce lieu et faire circuler ces mémoires. Et parfois, il y a des collisions de mémoires qui sont interpellantes. Il y a le très beau film de Mark Isaacs, Calais The Last Border, où il met en parallèle le récit d'une Anglaise qui vient en France et qui est en fait une ancienne réfugiée d'un camp pendant la guerre d'Espagne. Et il entremêle ça par le montage avec le récit d'un Afghan qui se retrouve à Sandgate. Et donc là, il y a un jeu de résonance qui s'établit, mais c'est pas un jeu d'égalité, c'est pas un jeu de je rabats l'un sur l'autre. C'est-à-dire il y a un espace qui nous permet aussi, nous, spectateurs, de trouver une place et de pouvoir essayer de prendre la mesure de l'écart qui est entre les deux situations. Donc ça, je pense que c'est important. Mais peut-être votre réaction, Bénédicte Liénard, parce que dans Héros sans visage, qui est un film de Mary Jiménez, mais avec vos images, notamment des images, vous filmez des images assez impressionnantes d'hommes qui arrivent d'Irak, je crois, et c'est comme si le flot ne s'arrêtait pas. Et je ne sais pas si c'est dans un camp ou si c'est à une frontière, mais voilà, c'est vrai, quand vous êtes en situation de filmer ces images-là, qu'est-ce que ça déclenche comme mémoire ou pas? Qu'est-ce que ça déclenche chez vous, en fait, au moment où vous filmez? Mais en fait, les images auxquelles vous faites référence, c'est dans le camp de Chaucha, à la frontière avec la Tunisie. Mais c'est Raymond Fromont qui a filmé cette séquence. Oui, bon. J'aurais bien aimé avoir le talent de Raymond et faire aussi bien, mais c'était pas le cas. Moi, dans Héros sans visage, j'ai filmé toute la partie dans l'église. Vous savez, à partir du moment où vous entrez dans de nouveau cette zone, c'est une responsabilité. On sait pas ce qui va nous arriver. Je sais qu'avec Mary Jiménez, on essaye d'être au plus près du présent, en fait. Justement, c'est d'accueillir ce qui peut se produire. Et dans Héros sans visage, il y a ce très beau moment où David prend la place qu'on lui donne, en fait, parce que je pense que le cinéaste, il offre quelque chose qui est de l'ordre de la place. Et quand on est dans un présent pur et qu'on n'est pas dans
on n'est pas prédateur ou prédatrice, en fait. On est justement dans cette dimension de l'accueil. Alors, dans ces situations-là qui sont très particulières, naissent des moments, en fait, entre nous et les gens. C'est un peu particulier. Ça arrive quand on est disponible et pas nécessairement quand on cherche à faire ou à prendre. Enfin, avec Mary Gimenez, on est à l'inverse d'un cinéma de la prédation. On est dans un cinéma de la contemplation, de plus en plus d'ailleurs. Merci. Ça vous intéressera peut-être, la méditation, la contemplation, Gawan. Je crois que certains propos de Bénédicte résonnent en vous, peut-être Rosine aussi, sur cette manière que vous avez aussi d'accueillir ce qui se passe et voilà, et de regarder tout simplement. Tout à fait, parce que dans les écoles de cinéma, on apprend aux jeunes réalisateurs à avoir le pouvoir sur le sujet, le pouvoir sur ce qu'il veut raconter, au lieu de construire une relation. On dit que le réalisateur doit connaître, doit savoir ce qu'il veut filmer avant d'aller filmer. Pourquoi ? On peut ne pas savoir et trouver. Le cinéma peut également se faire au moment où on le fait. Il faut parfois lâcher prise. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec Sabine, parce que Sabine, elle maîtrise mieux son histoire que moi qui viens chercher son histoire. Donc, si je veux vraiment connaître son histoire, je dois lui faire confiance et collaborer avec elle. Et parfois lâcher prise, c'est ce que je fais avec la première séquence. Je voulais filmer la galerie. Mon film, à la base, c'était la galerie. Mais mon film est devenu l'idée de Sabine, c'est-à-dire « Viens dans le salon avec moi. C'est ici que se passe mon histoire. » Et si je ne l'avais pas écouté, j'aurais raconté mon histoire. J'aurais plaqué mon histoire. J'aurais eu le pouvoir sur le lieu et sur Sabine et raconter ce que je veux faire. Et voilà. Merci beaucoup. Une question pour Luc Dardenne, puisque vous travaillez en fiction, ce qui est assez différent, et en même temps, dans votre manière de filmer, je parle de votre utilisation du plan séquence, qui est un travail très particulier. Il y a la possibilité sans cesse du surgissement, qui doit aussi vous surprendre, j'imagine, au moment où vous filmez, et c'est probablement ce que vous cherchez aussi, enfin, ce qui vous arrive. Est-ce que c'est pour ça que vous choisissez le plan séquence aussi souvent, qui caractérise aussi votre cinéma ? Mais je reviendrai sur ce que vient de dire Rosine, c'est ne pas maîtriser. Mais c'est compliqué, parce que quand on dit ça, c'est qu'on maîtrise très souvent. On dit, c'est juste une figure rhétorique de dire on ne maîtrise pas alors qu'on maîtrise très fort. Et ce qu'il faut faire, pour nous, en fiction, quand on pense à un personnage, comme Asita, ici, ou comme Lorna, dans Le silence de Lorna, c'est justement de ne pas être dans les stéréotypes, de dire, ça on attend, on le sait. Là, le blanc, il est le bon, le belge, il est le bon, il va oublier le mauvais qui devient bon. Donc c'est pour ça que dans Lorna, nous, elle est immigrée, albanaise, non européenne, et elle participe à une tractation, une intrigue où elle admet l'assassinat d'un jeune drogué, une immigrée. Et ça nous a été reproché. Mais oui, mais quand même, pour les immigrés, c'est pas bon de dire ça. C'est vrai, je comprends ce qu'on veut dire. Mais en même temps, c'est un individu. Vraiment. Là, c'est une femme unique, si je puis dire, qui vient d'Albanie, qui est là comme personne, qui a un rêve avec son fiancé albanais. Et pour accomplir son rêve, comme tout être humain, elle accepte certaines choses. Et elle va jusqu'à accepter la mort de quelqu'un que finalement elle va essayer de sauver. Donc, on a renversé un peu les rôles, si vous voulez, par rapport à ce que vous venez de dire. C'est l'immigré qui va se rendre compte qu'elle accepte la mort de quelqu'un qui est, entre guillemets, selon le stéréotype, moins que rien. Le camé, qu'est-ce qu'il veut ? Finalement, la mort. Donc, il peut mourir. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus, immigré, pas immigré. Et elle va s'opposer à ça et penser que cet homme mérite de vivre, même si ça ne se passera pas comme prévu. Donc voilà, on essaie de retourner les stéréotypes, ou bien de construire très fort, bien sûr. On construit beaucoup, mais pour donner l'impression que ce n'est pas construit. Et ça, l'acteur joue un rôle important pour nous. Donc, notre caméra est en retard sur l'action. On dira à l'acteur, va à gauche à ce moment-là, après avoir tourné le coin, mais
tu donnes le sentiment que d'abord, tu veux aller tout droit. Et tout d'un coup, tu as une autre idée en tête et tu vas à gauche. Mais nous, notre caméra va continuer un petit peu à aller tout droit, comme toi tu allais, pour finalement essayer de te rattraper. Évidemment, c'est construit. C'est une manière d'avoir le pouvoir aussi sur l'acteur, enfin sur le plan. Mais ça, c'est sûr. Le tout, c'est qu'à un moment donné, le spectateur qui regarde le film, il ait le sentiment qu'il survient quelque chose d'inattendu, qui parfois est quand même correspond à une nécessité, mais parfois pas, et que là, il soit surpris, et qu'il participe à la surprise du personnage. Et par exemple, par rapport au gamin ici, à Igor, notre problème à nous, ça a toujours été de ne pas montrer qu'il était en train de changer. C'est-à-dire qu'en voyant cette femme, la misère dans laquelle elle est, parce que bon, elle ne connaît pas la vérité, et lui la connaît, et en même temps, il tient à son père, il ne veut pas trahir son père. On a essayé de le filmer, et c'est pour ça qu'on le filme souvent aussi, comme ça, pas dans le regard, que sa modification intérieure survienne. Voilà. Et ça, c'est la toute fin du film, quoi. Quand il parle à cette femme, quand il est de dos. Il ne lui parle pas quand il est de face. Et puis après, elle se mettra de face. Là, lui, il baisse la tête parce qu'il n'ose pas la regarder. Et finalement, il ose la regarder. Et il devient son ami, quoi, son complice. Voilà. Je voulais juste rebondir en disant que votre démarche est un peu similaire à cette démarche documentaire. Vous parlez de l'attente. Moi, en fiction, j'ai pas, en tout cas dans la manière de voir la mise en scène de la fiction, pour moi, il n'y a pas l'attente. Mais c'est ce qui fait toute la différence de votre cinéma et de sa beauté, parce qu'il y a cette attente, d'attendre que quelque chose surgisse. Oui. C'est une démarche très documentaire, l'attente. Oui. Et par exemple, nous, quand on voit un acteur pour la première fois, un garçon, une fille qui a joué, qui n'a jamais joué, peu importe, la première chose qu'on fait, c'est on dit « Veux-tu bien t'asseoir là ou t'appuyer contre un mur ?» Et on va te filmer pendant 5 minutes, 10 minutes. Et tu sens l'acteur, la personne qui est capable d'attendre et qui ne joue pas qu'elle l'attend et qui reste là, qui est là. Ça, et c'est vrai qu'on essaie de retrouver ce temps qui passe dans nos films. Quand je parlais de pouvoir, ne pas avoir le pouvoir, c'est juste avoir l'humilité de lâcher ce qu'on a. On a réfléchi, préparé par avance. C'est pas juste abandonner, ne pas continuer. C'est juste avoir l'humilité de se dire ok, j'écoute ce qui vient à moi, j'écoute ce qui surgit et voilà, c'était juste ça. Oui, ou quand Asita est venue chez nous. Au départ, il y a une scène à un moment donné où elle est violée par un gars. Enfin, c'est un faux viol. Une tentative. Une tentative. Oui, une machination. Oui. Pour qu'elle ait peur de rester là-bas, on lui dit ici, les femmes, t'as vu ce qui leur arrive, il faut que tu partes. Et Asita, elle a réagi, quand le comédien s'est mis sur elle, d'une manière particulière. Elle a attendu. Après que, bon, elle l'a empêché, et puis il s'en va, et elle l'attend. Puis elle se relève et elle fait comme si il ne s'était rien passé. Nous, on s'est dit, mais c'est étrange. On pourrait s'attendre à ce qu'il lui faille un peu de temps pour récupérer. Et puis finalement, on a fait comme elle a dit. Mais on a été surpris. Elle a dit, mais pourquoi ? Et finalement, il ne s'est rien passé, puisque le gars est venu le rechercher et tout. Bon, ça va, je m'occupe de mon enfant. Oui, bon, on a fait comme ça. Et ça, il faut... Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas, parce qu'on n'avait pas répété cette scène-là. C'est tout le contraire de la victimisation de l'immigré à l'écran. On aurait joué de cette scène-là et en faire une victime de cet acte, et ce que votre mise en scène ne fait pas, c'est-à-dire la montrer j'ai encore mon destin en main, et c'est la même séquence. Elle se bat avec lui. Hein, oui, et c'est la même séquence quand le papa lui demande, lui dit tu me dois de l'argent. Elle dit je t'avais déjà payé, et elle se retourne, elle crache et dit tu vas pas me faire ça. Ouais, voilà.
Et j'aime bien ces moments où on sent qu'elle a le pouvoir, elle, sur son destin, et on voit rarement ça. Bénédicte, vous aussi, comme, en tant que cinéaste, comment est-ce que vous sentez ou vous parvenez à écrire en sortant du stéréotype, justement, et à trouver... Enfin, c'est évident quand on voit vos films, mais j'aime bien vous entendre parler aussi. Mais vous savez déjà, le fait d'être une femme cinéaste, ça vous met déjà en dehors du stéréotype. Donc, franchement, en tant que femme cinéaste, si je plonge les deux pieds dans le stéréotype, franchement, là, je comprends pas trop bien pourquoi je ferais des films. Donc c'est déjà une position qui vous met pas à l'aise, mais en tout cas en dehors du stéréotype. Et puis, moi, il n'y a pas... je veux dire, je crée pas des personnages à partir d'informations ou, je sais pas, de documentation ou de livres que j'ai lus. C'est pas ça, hein. Moi, je rencontre des gens. Et puis, ces rencontres sont mises en scène, en fait. Donc, j'échappe aux stéréotypes parce qu'en fait, je n'ai pas de forme préétablie à la naissance de ce qui va se produire. Le Chant des Hommes, c'est un film qui vient d'un long travail documentaire avant de passer à la fiction. Nous, avec Mary, puisqu'on travaille ensemble depuis maintenant une dizaine d'années, nous éprouvons le réel avant de faire un geste de fiction. Quand il est de l'ordre de la fiction, By the Name of Tanya est un hybride. On n'arrive plus à le situer, le film. Donc nous éprouvons d'abord, et aussi nous éprouvons avec nos sens, nous éprouvons avec nos émotions. Je veux dire, voilà, c'est pas une question de victime, c'est une question de partager les humanités. Et donc, bien sûr, on pleure, on rit, on dort, on fait l'amour avec nos films. Enfin, mais c'est pas avec les films, c'est avec les gens. Donc, les stéréotypes, c'est comme ça parce que c'est le temps qui fait que on voit pas les choses de la même manière que voilà. Merci. Sébastien, est-ce que vous voulez m'aider à clôturer sur la question du mythe et la manière dont le cinéma produit des mythes contemporains, peut-être ? Peut-être pas là-dessus. Parce que non, mais sérieusement, oui, mais non, j'ai pensé à autre chose en fait pendant qu'on discutait. C'est l'intérêt aussi de rencontres comme ça. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question du pouvoir, qui prend le pouvoir, comment on le donne, etc. Et je pense qu'il y a 2 jours, je lisais quelque chose sur la notion de communauté. Et on a beaucoup parlé de l'expérience commune, du collectif, etc. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a manifestement, je ne suis pas du tout un spécialiste de la communauté, mais enfin, il y a 2 manières de définir une communauté. C'est soit vous la définissez par le dessus, voilà, donc il y a une sorte d'idée générale qui fait communauté pour un certain nombre de personnes. Soit vous définissez une communauté par le fait que chacun fait un don et donne quelque chose. Et c'est parce que chacun a donné quelque chose qu'il y a une communauté de destin qui se noue. Et j'aime bien cette idée, je trouve que ça résonne très fort en fait avec ce qu'on a vu aujourd'hui, et particulièrement dans le travail documentaire, c'est-à-dire qu'il y a une attente, mais aussi une attente de recevoir quelque chose qui est pas pris, qui est pas capté. Et la force d'un film, c'est que quelque part, chacun a donné, et que c'est cette somme, entre guillemets, de dons qui fait tenir le film et qui fait communauté. Et ça je pense que c'est transversal pour moi, à ce qui ressort aussi de ce soir. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup. Bhagawan. C'est juste un peu... je suis quelque part très confus sur un sujet qui me tient à cœur beaucoup. Je me demande, en tant que chercheur de cinéma, et un côté, si en fait, en tant que chercheur de cinéma, je crois que la mise en scène peut changer quelque chose.
dans la vue ou dans l'image dont on parle. On peut changer quelque chose, dans l'imaginaire même. Mais il y a une autre partie en moi qui n'est pas chercheur, qui est humain et qui pense qu'on ne change rien du tout avec la mise en scène. Et que la problématique, elle se trouve dans le titre où on dit « sur » et « avec ». Et je me demande où est-ce que c'est le cinéma par les primo-arrivants. Et voilà. Moi, avec Cinéma Maximial, on essaye de se battre pour créer un cinéma par une petite histoire de cinéma par les primo-arrivants, où ceux qui font le cinéma, les grands cinéastes qui sont présents ici, se mettent en fait à la service de ceux qui n'ont pas accès à cette industrie ou cet art. Mais voilà, c'est très compliqué. Et ça, je trouve... Allez, je suis toujours dans les deux. Je n'ai pas une solution, mais je voulais mettre ça en tant que question. Merci à tous.